Il tue à Kinshasa sans que l'on ne réagisse efficacement, et ce depuis plusieurs années, des décennies déjà d'ailleurs si l'on se renseigne bien. Mais le professeur Pierre-Albert Ngoliel est venu sonner l'alarme. Il était en conférence de presse aujourd'hui pour parler des déchets à Kinshasa qui tuent silencieusement. Il est là avec nous ce soir pour approfondir ces échanges. Bonjour et bienvenue, professeur. Merci, bonjour. Vous avez désigné les déchets comme carrément un tueur. Est-ce que vous pouvez nous parler, analyser profondément ce qui vous a amené à une telle conclusion? Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Les déchets, au pluriel, un tueur silencieux. En dépit de ce que les pays est en train de connaître par de tueurs à l'est de notre pays depuis plus de 30 ans, nous avons un deuxième ennemi qui est avec nous ici, dans la capitale Kinshasa et dans d'autres chefs-lieux de province où il y a l'insalubrité, c'est-à-dire la mauvaise gestion des déchets, qui est en train de tuer la population. En résumé, le problème c'est quoi? C'est que quand nous regardons la ville de Kinshasa, en 1920, nous étions à 1600 habitants. En 1959, nous sommes arrivés à 400 000 habitants. Aujourd'hui, on est déjà à 17 millions d'habitants. Qu'est-ce qui a changé? Cette augmentation démographique, avec la souffrance à l'intérieur du pays, continue à occasionner l'exode rural. D'où la démographie galopante dans notre ville, avec comme implication d'abord au niveau de l'habitat. Il y a de l'expansion anarchique de notre ville. Il y a aussi l'urbanisation très difficile, on n'arrive même pas à suivre. Les gens, ils construisent partout, même au bord de rivières. On barricade des fois les rivières, on bouche les caniveaux, simplement pour avoir un abri. C'est la seule ville au monde où je vois que tout le monde voudra être propriétaire. Et ça nous crée de sérieux problèmes. Là, nous avons encore l'urbanisme qui a failli. Parce que depuis 1960, nous avons vu qu'après l'indépendance, on avait des grandes parcelles. À Kinshasa, de 40, 30 ou 50 de côté. Au deuxième République, quand M. Kabila est venu, on a commencé à lotir en deux. 40 divisé par 2, ça fait 20 et 25. Alors maintenant, le Kabila Joseph est venu, on a commencé à lotir à 4. Donc 40 divisé par 4, ça fait 12. Peut-être sur 6. Et maintenant, au temps de Fachi Béton, les gens ne construisent plus en bas. Mais maintenant, on élève beaucoup d'immeubles. Mais qu'est-ce qui n'a pas changé, qui nous crée des problèmes? C'est la dimension des égouts. La dimension des égouts n'a pas changé, mais le nombre d'habitants sur les mêmes parcelles de 50 et 40 a sensiblement augmenté, ce qui augmente encore, ipso facto, la quantité de déchets qui sont produits. Où iront ces eaux usées? Par conséquent, les immondices sont en train de traîner. 2. Nous avons les déchets liquides. Les déchets liquides, on ne les voit pas souvent subtils, mais c'est aussi meurtrier. Et nous avons les déchets solides, le plastique. Les déchets liquides, un exemple, s'il vous plaît. Les déchets liquides, c'est ce que nous avons au jour. Nous avons les excrétas. Les excrétas sont les caca, n'est-ce pas? Qu'on appelle les selles par les infirmiers. Nous avons les urines. Nous avons la sueur. Nous avons les eaux usées qu'on lave les habits dans la maison. Où vont ces eaux-là? Les eaux sales de cuisine qu'on jette dans la rue, croyant que c'était innocent. N'est-ce pas? Tout ça constitue les déchets liquides. Okay. Alors, le mélange entre les déchets solides qui vont aller boucher les caniveaux, qui vont empêcher la perméabilité du sol, et ça permet que l'eau puisse stagner, favorable maintenant au développement des amibes, au développement des moustiques, au développement même de la maladie de la typhoïde. Alors, qu'est-ce que ça fait? Les déchets favorisent le développement des micro-organismes nuisibles à la santé. Et c'est encore un peu plus grave parce que quand on est malade dans la famille, maman n'ira pas au travail si c'est l'enfant qui est malade. Et si c'est maman qui vend du pain, c'est-à-dire que là, il y a la crise qui entre. Ce qui fait que l'augmentation des déchets favorise la maladie et la maladie occasionne encore la pauvreté. Mais pire encore, qu'est-ce que nous en faisons? Un individu normal, adulte comme nous, on peut avoir au moins 150 à 200 grammes de caca par jour. Excusez-moi l'expression, mais il faut le dire comme ça. Non, allez-y, allez-y. Vous avez donné les exemples des déchets liquides. Parce que et puis je vais revenir dans les déchets solides. Plus tard, ok, d'accord. Je vais revenir dans les déchets solides. N'est-ce pas? Parce que les déchets solides favorisent la multiplication. On ne peut pas faire pipi là où c'est propre.
C'est là où il y a un tas de déchets solides qu'on tourne souvent pour faire pipi. C'est là qu'on vient jeter les caca. C'est là qu'on vient jeter même les eaux usées. C'est pour cela qu'il y a la combinaison de deux sortes de déchets pour créer des catastrophes. Et on signale même, hein, quand on a vu les inondations là, les maisons sous l'eau, l'eau qui est montée sur les toits là, ce n'était pas de l'eau propre seulement. Non, ce n'est pas de l'eau propre. Alors, lorsque nous faisons de recherches, avant ma conférence du mois de juin, je me promenais un peu dans les quartiers la nuit quand il pleuvait. Mais quand vous regardez ce que c'est fait, c'est qu'on vide les fosses septiques dans la chaussée. Et après, quand la pluie est passée, le soleil va taper. Dans les caniveaux, c'est ça? Non, pas dans les caniveaux. C'est la chaussée. C'est la chaussée. Ça, c'est dans quel quartier? Les caniveaux ne sont pas partout. Ça, c'est quel quartier? Je ne peux pas citer ici pour ne pas être lapidé un jour là-bas dans les quartiers. Ok. Mais dans les quartiers. Là où il n'y a pas de caniveaux, on les jette carrément dans les sols. Même les mamans, quand ils lavent les habits, le premier réflexe, c'est jeter dans la rue. Alors quand je me promène avec mes pieds, je transporte ça. Et quand le soleil vient frapper, je disais, tout est sec. Et quand la moto passe, ça soulève la poussière. Où va la poussière? C'est sur les beignets, c'est sur les pains, c'est sur les nouna. Directement dans les narines. Hein? Directement même dans les narines, on absorbe les micro-organismes parce que les êtres comme les amibes, ils peuvent résister jusqu'à 100 degrés. Non, ce n'est pas le soleil qui peut les tuer. Voilà à peu près comment est-ce que les déchets arrivent à nous exterminer sans qu'on se rende compte. La plupart de la personne a une maladie mentale, mais la plupart des gens, ils souffrent simplement parce que les immondices ont favorisé le développement des anophèles et des microbes responsables de la malaria, mal soignés parce que les gens n'ont pas d'argent et ça crée des problèmes mentaux et on croit qu'on est fou. Mais okay, en faisant l'assainissement, en faisant la gestion correcte de ces déchets, nous pouvons trouver des conditions de vie favorables pour notre peuple et pour notre ville. Et en plus, qui voudra pour les déchets solides? Qui voudra visiter une ville sale? J'ai vu la descente du chef de l'État au marché il y a quelques semaines avec toute son équipe pour voir un peu la situation. Vous avez vu comment ils ont marché? Tout le monde marchait malgré les chaussures, malgré la protection, mais ils marchaient sur les pointes des pieds. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous n'aurons jamais de touristes. À Kinshasa, personne ne sera fier d'amener son ami de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre, de César pour dire, mon frère, on va aller visiter Bandal, on va aller visiter la zone de Kinshasa. Si on s'en tient à votre introduction, oui. Ça n'a toujours pas été comme ça, mais ce qui a favorisé ce désastre, c'est la surpopulation. La surpopulation est la première cause. Pourquoi les villages sont vidés? Les jeunes n'ont aucun intérêt de rester au village. Parce que le tissu économique est détérioré. Même les produits agricoles ne sont pas achetés. Ils n'ont pas de route. Pourquoi ils resteraient au village? Alors quand on vient ici, quelqu'un qui n'a pas où dormir, comment il peut gérer les déchets? Comment il peut gérer les déchets? C'est impossible. Donc si nous gérons la démographie, et nous gérons l'extension de la ville avec des normes, quand vous allez à Malouk, même aujourd'hui, plus on fait l'extension, plus les avenirs sont de plus en plus petites. Je me dis, mais dans 10 ans, où est-ce qu'on va mettre les canalisations pour faire passer de l'eau, les eaux de pluie et les eaux sales qui viennent des ménages? Donc, il y en a dans un contexte d'égoïsme, égocentrisme avéré. Ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est que vous avez énuméré quelques pistes de solutions. Oui. Alors, moi, je dis, pour les pistes de solutions, il y a plusieurs initiatives qu'on a menées dans notre pays. On a commencé avec l'initiative comme les Salongo. C'est un cri très bien. Les Salongo se mènent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui ont des moyens ne font pas les Salongo. C'est symbolique. Hein? Mais là, ça devient symbolique. On voit la nuit, excusez-moi de raconter l'histoire quand même. D'ailleurs, ça cause des accidents terribles sur le boulevard. Exactement. Des vieux papas, des vieilles mamans en train de balayer le boulevard avec des balais brosses, avec des petites brosses là. Est-ce que c'est vraiment efficace ou c'est juste pour la forme? Ces gens-là, ce sont des gens que nous avons livrés à la mort parce qu'ils balayent quoi? Ils balayent les excréments, ils aspirent la poussière, ils n'ont pas de masque pour se protéger. Ce sont des gens qui sont voués à se contaminer volontairement pour mourir demain. N'est-ce pas? Alors, mais si c'est que nous pouvons dire la solution... Vous avez par exemple ces genres d'images. Là, c'est probablement en cours d'eau parce qu'on est sur un pont. Mais regardez carrément ce que c'est devenu. Hein? C'est devenu, ces bouteilles ne sont pas nées là. Ces bouteilles sont nées dans les foyers. Ces bouteilles sont nées dans les quartiers. Ces bouteilles viennent d'une commune. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que ça arrive jusque-là? C'est travailler en amont. N'est-ce pas? C'est-à-dire travailler en amont. Travailler en aval, c'est-à-dire quoi? Nous devons faire d'abord une politique d'assainissement qui n'existe pas. Monsieur le journaliste, ma seule conviction,
c'est nous pouvons prendre l'initiative. Qui n'est Kobonga? Et Kobonga, tant qu'on n'a pas la politique d'assainissement. Qui n'est Bopeto? C'est difficile à Kopeto tant qu'on n'a pas la politique d'assainissement. Beaucoup d'autres pays ont déjà appliqué ça. Quel est l'avantage de la politique d'assainissement? Merci les journalistes. L'assainissement aujourd'hui, c'est une partie du ministère de l'Environnement, mais qui est géré par 8 ministères. Et l'économie, et la recherche scientifique, et les finances, et les plans, et tous ces ministères, chaque ministère a ses priorités. Chaque ministère a son budget. Quand est-ce qu'on parlera un même langage pour parler de l'assainissement? Donc la politique d'assainissement nous donnera un cadre légal et structurel. Professeur, est-ce que cette politique est absente aujourd'hui? Très absente en RDC. Non, mais par exemple, hein, Oui. c'est vous l'expert en la matière, Oui. mais d'après mes informations, les grandes entreprises, notamment producteurs de ces bidons en plastique qu'on est en train de voir, que ce soit les brasseries ou quoi que ce soit, payent quelque chose. Mais ce n'est pas ça la politique. Taxe pour assainir ensuite. Exactement. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est dire quoi? Combien ils payent? À qui ils payent? Et comme ici on symbolise l'assainissement de Kinshasa chez les gouverneurs. Non, nous sommes dans un État décentralisé. La Constitution de 2006 donne la responsabilité aux entités territoriales décentralisées pour la gestion à la base des déchets. C'est pour ça que je vous avais dit ça commence dans le ménage des entités centrales décentralisées. Et la politique d'assainissement, c'est l'ensemble des lois. Si moi je jette une bouteille, quelle est la punition que vous allez me donner? Et quel est le cadre légal de cette punition? Quelle est la redevance que je paye? Quel est le cadre légal de cette redevance qu'on reçoit chez les commerçants? Où va cet argent? Quel est le cadre légal qu'on doit facturer une maison comme Inter, comme Pullman, qui émettent des quantités d'eau usée et des bouteilles vides chaque jour et des emballages? Nous devons définir un cadre légal. Qui fait quoi? Qui coordonne la structure de l'assainissement? Vous voyez même dans le ministère de la Santé, il y a vraiment une politique sanitaire. Même si un projet vient des États-Unis, vient s'ajouter sur la politique du pays. Mais quand ils peuvent se recevoir les fonds, on sait là où on verse les ponts. Mais dans l'assainissement, comme il n'y a pas la politique, l'Union européenne a donné des millions, autant de millions. On donne 2 millions au gouverneur. Ce n'est pas le gouverneur qui est censé gérer. Qu'est dit la Constitution? Qu'est dit la loi? Donc mon idée, c'est-à-dire quoi? C'est vrai que ça paie un peu de frais, mais nous devons faire la fondation. Chaque maison a une fondation. Les structurels doivent aller au-dessus de l'argent. L'argent va venir sur le structurel, sur la loi qui doit régir le secteur de l'assainissement pour savoir qui est responsable de quoi au niveau national, au niveau provincial, au niveau de la commune et au niveau de la rue et au niveau même des quartiers. À ce moment-là, on a la chaîne. Mais quand il y a des bénéfices, on sait comment faire tourner la chaîne. Le Congo n'est pas Kinshasa. Kinshasa, imaginez-vous dans une chambre, une maison sans fondation, que vous aménagez votre chambre très bien. Quand le vent viendra, ça va couler partout. Si on s'intéresse seulement à Kinshasa, moi je viens de l'intérieur, je ne connais pas qu'est-ce qu'on appelle l'assainissement sac poubelle. Je ferai quoi? Je vivrai comme au village. Donc, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Deuxième chose, devons-nous faire la même chose partout dans toutes les communes de Kinshasa? Non. Nous allons faire, la politique d'assainissement doit nous donner des orientations. Pour une commune comme Kiseso, une commune comme Ngaba, là où l'eau est à moins d'1 mètre de profondeur, n'est-ce pas? Quelle est la politique d'assainissement qu'on peut faire? À la Gambé, on peut faire des rigoles, des caniveaux, de 1 mètre de profondeur, oui, mais à Kiseso, dans d'autres communes où il n'y a pas d'égout, il faut voir les priorités. Mais qu'est-ce qui définit l'orientation? C'est la politique nationale. Dans des pays qui sont structurés, ils disent quoi? Quand quelqu'un vient avec son projet, il ne s'impose pas. Quand je viens avec l'argent dans ta famille, je dois demander au père de la famille. Le père de famille va dire non, les riz manquent, l'haricot manque, on achète l'haricot. Mais ce n'est pas le projet qui peut développer un pays. Le projet vient appuyer la politique est définie par l'État congolais. Et c'est pour ça que nous faisons des plaidoiries pour dire à tous les honorables députés, le champ est libre. À notre monsieur le gouverneur, le champ est libre. Nos associations de la société civile, nous sommes prêts à accompagner l'État qui avait déjà défini sa politique pour dire que d'ici 2030, on va enlever la défécation à l'air libre. Ça dit quoi? Personne ne va plus chier dans la forêt, on ne va plus uriner dans les caniveaux. À travers tout le pays. Dans tout le pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Aucun pas. En 2013, il y a un document qui a été élaboré avec la coopération allemande, soit-disant la politique d'assainissement. Mais ça, c'est une lettre morte parce qu'il n'y a aucune loi. Ce n'est pas légiféré. Il n'y a pas une base juridique qui soutienne ces textes-là. Donc, si c'est possible, qu'on nous aide à faire les états généraux de l'assainissement pour qu'on évite des catastrophes comme telles.
qui doit s'occuper du dragage des rivières? Qui doit s'occuper du dragage de chaque avenue? Et nous avons la main-d'œuvre, comme le chef de l'État a réussi avec les Koulouna pour fabriquer des bancs. Nous pouvons réussir avec les Chégué, dans l'assainissement de chaque quartier. L'assainissement est même produit de l'argent. Si on est structuré, si on est organisé, il a dit qu'il y aura des millionnaires. Oui, si on forme les jeunes congolais à fabriquer de nouveaux WC, n'est-ce pas? À fabriquer des dalles pour les toilettes. Si on se dote aussi des matériels si on modernes dote des pour matériels, balayer la rue, il y a des camions qui font ça. Il y a des camions qui font ça, qui ramassent ça. J'espère qu'il y aura des jeunes congolais qui vont exceller et effectivement le chef de l'État aura des entrepreneurs. Et pour terminer, nous saluons le ministre des Affaires foncières qui a signé un arrêté pour dire... L'actuel ministre. Au mois de février, il a signé un arrêté pour dire fini le morcellement. Fini le morcellement. Le morcellement, c'est une catastrophe pour l'assainissement de notre ville. Ça aura l'autorité impuissante. Pourquoi? Parce que la largeur des caniveaux ne sont pas bougées. Et la quantité d'eau qui passe par là est toujours la même. Le nombre de bouteilles qui viennent boucher ces caniveaux sont toujours là chaque jour. Là où j'ai vraiment la curiosité, quand son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie, nous a présenté comme Pepsi, avec des bouteilles utilisables à usage unique. Industrie, je crois. Mais il a oublié de dire à nous, les environnementalistes, pour dire les bouteilles du Pepsi seront réutilisées, ou bien seront désinfectées et renvoyées à l'usine, ou bien seront transformées. Parce qu'on a déjà assez de bouteilles. Oui, ça nous amène de l'emploi, mais ça nous amène pas encore de complications. Je ne suis pas contre Pepsi, mais je donne seulement un exemple en tant que scientifique pour dire que nous essayons d'analyser cela parce qu'on en a marre. Qui n'a pas encore perdu un enfant dans sa famille à cause de la typhoïde? Qui n'a pas encore perdu un enfant dans la famille à cause des amibes? Et quand vous voyez l'allure... Même la malaria, les moustiques, même la malaria, les moustiques à cause des déchets. Quand vous voyez les vers intestinaux à Kinshasa, j'aimerais encore avoir les vers intestinaux au village, dans mon village, qui est dans la capitale. Et ces vers intestinaux viennent d'où? C'est le maniporté. Les microbes au travers de mains, quand on se salue, quand on touche la terre, quand on touche les microbes. Je ne suis pas contre les maléois, mais c'est aussi un problème de santé publique énorme. Je n'ai jamais vu la nourriture à la portée de tout le monde et partout. Sans eau pour laver les assiettes, sans savon pour les désinfecter. Mon problème, qu'est-ce que nous supplions vraiment si on peut avoir les états généraux de l'assainissement? C'est un problème crucial et vital. Merci. Les grosses pluies, vous les aurez encore, nous les aurons. Mais nous devons agir déjà maintenant pour que nous puissions... les générations futures puissent nous remercier. Merci beaucoup, professeur, pour cette sonnette d'alarme que vous tirez. C'est très important. Autant, comme il l'a dit lui-même à l'entrée d'émission, il y a l'agression rwandaise, mais il y a aussi cette agression des déchets. Exactement. Surtout ici à Kinshasa. Si on ne fait pas attention, eh bien, ce n'est pas les armes qui vont nous tuer, mais c'est toutes ces maladies que produisent ces déchets au quotidien qui vont venir à bout des Congolais et des Kinois pour commencer. Merci beaucoup pour cette sonnette d'alarme. On va passer à notre deuxième dossier du soir, je disais, avec un grand conférencier international, Monsieur Sylvestre Kabea, auteur de l'ouvrage « La question essentielle, qui suis-je »